Bienvenue sur Crafting Raccoon. Dans cette vidéo, nous allons réaliser des effets de peinture écaillés. Plus précisément, nous allons voir 4 techniques différentes qui ont chacune leurs atouts. On voit ça tout de suite, après l'intro. Nous allons donc faire des effets de peinture écaillés, comme sur ces citernes. Comme vous pouvez le voir, les 4 citernes ont des rendus différents, car nous avons utilisé des techniques différentes. On va donc commencer par les 2 premières techniques, qui sont les plus simples et qui sont relativement similaires. La première technique consiste à peindre une couleur unie sur un fond qui a déjà reçu un effet rouille. La seconde technique consiste à peindre un effet rouille sur un fond de couleur uni. Malgré la ressemblance du procédé, vous verrez que le rendu est quand même différent. C'est parti! La première chose à faire est de peindre nos bases de couleur rouille. C'est assez simple, mais pour ceux qui souhaitent savoir comment réaliser l'effet rouille de base, je vous mets un lien dans la description. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet, on y a enterré des pinceaux et mangé des cookies, c'était vraiment super. Je vais donc commencer par prendre ma citerne rouillée et je vais y ajouter une couleur unie. Pour cette première technique, il faut donc appliquer la couleur par grosses touches. De préférence avec un gros pinceau usé à poil raide. On insiste sur les zones où l'on souhaite voir le plus de peinture intacte, et on y va léger sur les zones où on souhaite que la rouille apparaisse. Il faut y aller doucement et par tapotis pour ne pas avoir des bords nets. Pour les transitions entre les zones de rouille et les zones peintes, on peut prendre un pinceau plus petit, ça aide à peaufiner les détails. Pour le pinceau, toujours à poil raide, c'est très important. C'est grâce au poil raide que l'on peut avoir des tout petits points de peinture qui font l'effet peinture craquelée. Pour la seconde technique, on va utiliser la même technique de tapotis et les mêmes pinceaux. Seulement cette fois-ci, on va utiliser une couleur brune et une couleur orangée pour peindre la rouille sur un fond uni. Pour peindre ma couleur de base unie, j'ai utilisé un aérographe, mais vous pouvez aussi utiliser une bombe de peinture. Vous pouvez aussi faire ça au pinceau, mais vos surfaces planes seront un peu moins planes. Selon le type de peinture et de pinceau utilisé, il faudra faire très attention. On commence avec de la peinture terre d'ombre brûlée. Avec cette base sombre, on va délimiter les zones de rouille sur la peinture unie. On alterne entre le gros pinceau et le petit pinceau pour varier la taille des marques. Vous pouvez aussi constater que je tourne le pinceau, de temps en temps, pour avoir une bonne variation dans le tapotis. Ça évite de se retrouver avec des motifs trop réguliers. Une fois cette première couleur appliquée, on termine par une couleur bien orangée, le rouge de Mars. Oui, c'est comme ça, le rouge de Mars, ça fait orange, j'y peux rien, merde, hein. Alors, petite astuce, si vous prévoyez de jeter votre pot de peinture à travers votre atelier, surtout, n'oubliez pas de mettre du scotch, ça évitera de tout saloper. Donc on termine avec le rouge de Mars, qui fait orange, afin de donner un peu plus de relief et de variation à notre rouille. Pour cette couleur-là, toujours la même technique d'application. La seule différence, c'est que je ne vais pas trop aller sur les bords pour favoriser la couleur sombre. Garder du sombre va aider à faire une démarcation nette entre le jaune et la rouille. Si j'avais eu une couleur sombre de base, j'aurais certainement fait l'inverse. Et là, c'est selon vos goûts. Vous pouvez aussi rehausser un peu plus avec du jaune ocre. Là, comme ma peinture de base est jaune, je ne vais pas le faire pour ne pas affaiblir le contraste. Quand on est satisfait, on laisse sécher, ou alors vous pouvez aussi accélérer un peu le séchage avec un sèche-cheveux. Ces 2 premières techniques ont des procédés un peu similaires, cependant vous verrez à la fin qu'elles ont des rendus assez différents qui peuvent être intéressants. Elles ont l'avantage aussi de pouvoir être appliquées sur des petites surfaces et des grandes surfaces, ce qui parfois peut être vraiment utile. Pour la troisième technique, on va utiliser des éponges ou des mousses selon ce que vous avez sous la main. Pour ma part, j'utilise des mousses différentes que j'utilise selon les effets que je veux avoir. Je vais tester 3 types de mousses. Le premier type de mousse, ce sont les mousses de maquillage. J'ai acheté un lot à pas cher dans un magasin Action. Très pratique et super cheap. Comme mon but c'est d'avoir une texture et que ces mousses sont super lisses, je dois les modifier un petit peu avec un cutter et des ciseaux. Ça me permet d'avoir des textures sur des petites portions, faciles à maîtriser. Et aussi de varier les textures selon les besoins. La seconde mousse que je vais tester, c'est une mousse de blister de figurines. Si vous avez acheté des figurines métal ou en boîte individuelle, vous en avez probablement dans vos placards. Perso, je les garde toutes exprès pour ça. Et le dernier type de mousse, c'est un rembourrage de canapé mangé par mon chien. Maintenant que mes mousses sont prêtes, je prépare ma peinture. Ici, 2 bleus que je mélange pour avoir une teinte pas trop foncée.
Ensuite, rien de plus simple, je prends ma mousse et je la trempe dans de la peinture. Pour commencer ma peinture, je viens tapoter ma pièce, tout simplement. Attention, il ne faut pas avoir trop de peinture sur la mousse, sinon ça fait des gros pâtés et c'est dégueulasse. Comme avec les pinceaux, il faut penser à tourner un petit peu la mousse entre les applications afin de varier un petit peu les empreintes. Ensuite, je change de mousse. C'est pour vous montrer les différents types de rendus possibles selon les mousses employées. Mais ce n'est pas obligatoire de changer, si on aime bien le rendu de tel ou tel morceau de mousse, on le garde et on y va. La dernière mousse est beaucoup plus molle que les autres, elle marque donc beaucoup moins. Ça peut être utile pour les petites pièces ou les arêtes. Là, c'est juste long et chiant en fait, mais le rendu peut être intéressant, alors je persévère. Vous pouvez utiliser cette technique sur les petites et sur les grosses pièces. Et comme pour les deux techniques précédentes, vous pouvez utiliser de la couleur sur un effet rouille, ou alors faire un effet rouille sur de la couleur. D'ailleurs, la plupart du temps, les modélistes utilisent plutôt les mousses pour faire des taches de rouille sur des fonds unis. Personnellement, j'aime bien les deux techniques, donc c'est à utiliser selon le rendu final dont vous avez besoin. Comme j'ai pas de bonne transition, je vous propose de passer à la quatrième et ultime technique, qui est le sel. Vous avez probablement déjà entendu parler de cette technique magique. Personnellement, je la trouve simple à maîtriser, mais aussi pleine de subtilité. C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour faire notre masquage au sel, on a besoin d'un peu d'eau, d'un pinceau et de sel de table. Pour ma part, j'utilise du gros sel que je broie un petit peu pour avoir des grains de taille différentes. J'essaie donc en premier d'appliquer de l'eau directement sur ma citerne avec un pinceau. Comme vous pouvez le voir, c'est pas une franche réussite, car le vernis que j'ai mis ne permet pas à l'eau de s'étaler correctement. Résultat, le sel ne s'accroche pas, première subtilité. On va essayer différemment, donc je mets un petit peu de sel dans une palette à côté, et je l'humidifie un petit peu avec quelques gouttes d'eau. Ainsi, il sera un petit peu collant. Puis, je badigeonne ma citerne avec de l'eau comme au début. Ensuite, je viens déposer le sel humide directement dessus avec mon pinceau. Une fois que j'ai quelques grains de bien collés, je peux saupoudrer mon sel. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup, car il y a beaucoup de grains qui vont tomber lors de la manipulation et de la peinture. Gardez bien en tête que toutes les parties sans sel seront les parties qui seront colorées à la fin. A vous donc de doser selon l'effet que vous souhaitez avoir. Mon petit truc en plus, pour varier un petit peu la taille des grains, et donc des futures zones de peinture écaillée, je rajoute du sable. C'est du sable amassonné tout simplement, vous pouvez en trouver des sacs de 25 kg dans n'importe quel magasin de bricolage. Il colle très bien sur les surfaces humides et les grains sont très variés, comme vous pouvez le voir sur ces superbes images floues. Ah bah là c'est mieux. Ah ouais, je vous avais pas prévenu, mais c'est une technique qui en fout vraiment partout. La prochaine fois, je ferai ça dans un carton. Ensuite, il faut laisser sécher. Pour ma part, j'ai laissé la pièce sécher 2 jours, mais parce que j'avais pas le choix. Je pense qu'une journée peut suffire, mais ça dépendra vraiment de comment vous avez mouillé votre pièce et de comment a réagi le sel. Dans tous les cas, il faut que ce soit parfaitement sec avant de passer à la peinture. Pour la suite, je vais utiliser un aérographe pour peindre ma citerne. Mais vous pouvez aussi utiliser une bombe de peinture, ça marche très bien. N'essayez pas au pinceau, ça ne marchera pas puisque vous allez décoller les grains avant qu'ils fassent leur office de masque. Comme j'utilise un aérographe, je prépare d'abord ma peinture. Je ne vais pas vous faire un tuto là-dessus, donc on passe vite cette étape. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on pourra se faire une petite session aérographe tous ensemble. Je fais donc mon mélange et je commence à l'appliquer. Que ce soit à la bombe ou à l'aérographe, il faut appliquer une couche très fine de peinture. C'est vraiment très important. Ça fait partie des subtilités qui font la réussite de cette technique. Et surtout, ne pas vaporiser trop près pour ne pas faire sauter tous les grains de sel. Encore une autre subtilité. Et là, c'est le drame. J'ai fait l'erreur de faire mon mélange dans un vieux pot que j'avais pas nettoyé, parce que j'avais la flemme. Résultat, de la peinture sèche s'est mise dans la buse de mon aérographe et j'ai perdu au moins 15 minutes à tout nettoyer. Plus 100 points pour la maison des peintures en bombe. Je reprends donc ma peinture après un long nettoyage et ça va beaucoup mieux. Je fais attention que chaque interstice reçoive bien de la peinture. La légère transparence de la couche fine laisse ressortir les variances de la rouille juste en dessous, ce qui est très bien pour ne pas avoir un résultat parfaitement uni. Ensuite, on laisse sécher jusqu'à l'étape finale, qui est le brossage. De préférence, on attend une bonne journée. Un dodo plus tard. Maintenant, c'est là que c'est marrant. On va retirer tout le sel qu'on s'est fait chier à mettre. Pour cela, on a besoin d'une vieille brosse à dents, pas celle de votre coloc, sauf s'il est chiant. Il existe plusieurs types de brosses. De préférence, il ne faut pas en prendre une trop souple. Ce sera plus facile si vous avez une brosse moyenne à dure. Et maintenant, on enlève tout. En tapotant, on peut retirer le principal, et ensuite, on frotte et on frotte. Et là, la magie opère. C'est là qu'on voit si on a tout loupé ou pas. Bon, en général, ça se passe plutôt bien.
Si certains grains ont du mal à se décoller, vous pouvez humidifier un petit peu votre peinture avec un petit peu d'eau. Ça marche très bien. Pour ma part, j'ai pas eu besoin et je suis super satisfait du résultat. Cette dernière technique est pour moi celle qui a le rendu le plus fidèle à ce qu'on peut voir dans la réalité. L'inconvénient majeur, c'est qu'elle nécessite de l'espace pour utiliser un aérographe ou une bombe. Pour les bombes, je le rappelle, faites toujours ça en extérieur ou dans un milieu bien ventilé. Comme pour l'aérographe d'ailleurs, utilisez vos masques. Maintenant qu'on a fini cette dernière technique, on va pouvoir comparer les 4 résultats différents. C'est parti! Donc ça, c'est le résultat de la première technique. Moi j'aime bien, on a une texture qui est super cool. On a bien notre rouille, on a bien des effets de peinture craquelée. Ça rend vachement bien, c'est tout fait au pinceau. Et en plus, la délimitation avec les couleurs de peinture plus sombres et le bleu bien marqué, ça permet de faire des effets de transition assez sympas. L'avantage, c'est qu'on a une belle texture granulée bien partout. Voilà, ça j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment chouette. Ça, c'est la technique numéro 2. Alors la technique numéro 2, on a l'avantage d'avoir deux textures différentes. Donc là, on a une peinture unie qui est vachement lisse, en fait, comme si elle n'était pas usée. Et là, on a un effet rouille qui est vachement granulé. On voit bien la différence de texture, surtout là, on voit bien ici. C'est vraiment chouette, j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc ça, comme je disais, c'est des techniques qui sont similaires, et qui pourtant ont un rendu qui est différent. Donc si vous voulez un rendu bien granulé partout, il faut utiliser plutôt cette technique-là. Si vous voulez un petit peu de lisse, un petit peu de granulé, c'est ici que ça se passe. Voilà. Là c'est bien là. Ça j'aime bien aussi parce que on a une vraie différence. Ensuite, la troisième technique à l'éponge. Donc là, on a des variations qui sont un petit peu plus originales. On voit bien que c'est pas du tout le même genre de motif. Ça peut être très bien aussi. Alors moi, je suis un petit peu moins fan, mais c'est peut-être parce que j'ai fait de la peinture sur de la rouille et pas l'inverse. Éventuellement, on fera une autre vidéo avec les effets de rouille sur de la couleur unie, avec des bouts de mousse, et on comparera les différences. Je suis un petit peu moins fan de ce résultat, je maîtrise un petit peu moins bien la mousse, je préfère le pinceau, mais pourquoi pas, ça peut faire des effets différents. Et enfin, le gros dernier, voilà. Là, pour moi, c'est l'effet vraiment le plus sympa. En général, c'est celui qui a quand même le plus de succès et qui fait vraiment un rendu réaliste. On a une belle variation, on a des tout petits points comme ici, comme là aussi, là, avec le sable et tout. C'est vraiment très très intéressant. J'aime vraiment beaucoup cette technique-là. Bon, après, le seul inconvénient, c'est que voilà, il faut un aérographe ou de la bombe pour le faire. Et en plus, voilà, ça gâche quand même un petit peu de sel ou un petit peu de sable, parce qu'on ne peut pas ou difficilement réutiliser ce qu'on a déjà utilisé. Donc c'est un petit peu l'inconvénient de cette technique-là. Pour ma part, j'aime bien les 4 techniques. Chacune a des rendus qui sont intéressants et qui peuvent être adaptés à telle ou telle pièce, telle ou telle situation, selon qu'on ait des grands formats ou des petits formats, des grosses pièces ou des petites pièces. Bref, au moins on a le choix. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, autant que j'ai pris plaisir à la faire. Si c'est le cas, pensez à liker et à la partager sur vos groupes de miniatures préférés. Il y a certainement quelques-uns de vos potes que ça pourrait intéresser. Et en plus, c'est sympa de votre part et ça m'encourage pour la suite. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles créations et d'ici là, évitez de choper le tétanos. C'est bien comme blague? C'est bien comme blague? Bon, ma femme approuve la blague. Ça, si tu veux le garder, c'est très drôle. On le gardera pour la fin.